Cette année, le thème choisi pour ce dimanche de la santé a de quoi laisser perplexe. Heureux, avec un point d'exclamation comme si c'était un cri de joie spontanée. Alors que le système hospitalier est totalement rincé par 2 années de crise sanitaire, la sonnette d'alarme ne cesse d'être tirée sur l'état psychique des malades, comme de ceux qui les accompagnent, personnel soignant et hospitalier, mais aussi les proches. Bref, heureux, ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit. Alors entendons-le peut-être comme une provocation, un appel à ne pas nous satisfaire d'un hôpital qui ne serait qu'un lieu technique, mettant tout ce qui serait accessoire de côté. Depuis des années, des initiatives se sont multipliées dans les hôpitaux. Clowns, musiciens, acteurs, conteurs d'histoires, ils sont des centaines à mettre leur talent au service des malades pour un sourire, une étincelle dans les yeux, une émotion partagée. Et tous sont unanimes. Cela a du sens, ce n'est pas accessoire. Bref, ça questionne, même à l'heure de l'urgence sanitaire, la joie a-t-elle une place à l'hôpital ? Et en ce dimanche de la santé, nous avons bien sûr une pensée chaleureuse pour toutes celles et ceux qui sont malades et qui nous regardent peut-être ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Et ce matin, vous l'avez compris, nous allons essayer d'apporter un peu de joie à l'hôpital avec vous. Jean-Louis Berda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de Colmar, où vous êtes aumônier à l'hôpital de Colmar, plus précisément en Alsace. Et pendant longtemps, vous avez été, on vous voit là, clown dans les services pédiatriques d'hôpitaux parisiens pour l'association Rire Médecin. C'est vous là en clown? C'est moi en clown, avec le nom de Lulu Poirot. Et j'insiste avec un X à la fin de Poirot, parce que nous sommes nombreux dans notre famille. Oui, c'est moi. C'était à l'hôpital Bicêtre avec ma collègue, avec ma collègue Patricia, Mademoiselle Phil. C'est quoi cette idée-là de Rire Médecin? Des clowns viennent à l'hôpital, dans les services pédiatriques pour voir les enfants malades? Exactement, ce sont des comédiens professionnels, ça c'est important, qui sont formés pour jouer à l'hôpital. L'association a été créée en 1991 par Caroline Simons, une américaine, qui travaillait déjà dans le Bronx, à Harlem, et puis elle était artiste de rue, elle a fait du théâtre de rue ici en France, et elle a créé le Rire Médecin ici, à l'Institut Gustave Roussy, le premier hôpital. Voilà. Nous irons tout à l'heure. Oui, nous irons tout à l'heure d'ailleurs. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'un clown apporte à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez apporté? Ça doit vous rappeler des souvenirs, ça, dans les chambres d'hôpitaux parisiens, dans les services pédiatriques. Je pense que comme nous sommes dans le thème de la joie, je pense que le rôle du clown, c'est d'apporter de la joie dans la tragédie. Il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de drames à l'hôpital aussi. Et donc, c'est d'apporter cette légèreté, de dédramatiser ce qui se passe. Avec l'enfant, mais aussi avec sa famille ou avec les soignants. Parce qu'on travaille aussi bien pour les soignants, pour toute la communauté de soins. Et les enfants malades, ils arrivent toujours, malgré la difficulté de ce qu'ils vivent, à trouver cette joie en eux-mêmes, ou cette joie que vous leur apportez, que vous leur proposez. Je ne sais pas exactement comment dire les choses, mais oui. D'où vient cette énergie positive dans un lieu, un environnement qui n'est pas facile quand même? Alors c'est vrai qu'on l'objectif du clown, c'est pas forcément de faire rire, mais c'est d'aller chercher ce qui va bien chez l'enfant. Il y a toujours quelque chose qui va bien. Et moi, même en tant qu'aumônier aujourd'hui, je vais toujours chercher ce qui va bien chez la personne. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'à l'hôpital, un enfant, il peut avoir de grosses difficultés à cause du vécu de sa maladie, de sa douleur, de sa tristesse, de son mal-être. Et un enfant, je pense qu'il a toujours un besoin psychologique important. Et un enfant a du mal à communiquer ses émotions. Parce que c'est l'émotion, on travaille sur l'émotion. Et par le jeu, par le rejeu de situations quotidiennes, par le théâtre, par l'imaginaire, par la musique, par le chant, on débloque chez l'enfant des situations d'enfermement et de repli sur lui-même et d'angoisse aussi. Et c'est aussi valable pour les parents. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque avec le jeu. Parce que l'enfant, il vit dans l'instant présent. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé, il est vraiment dans le présent. Nous, on a du mal en tant qu'adultes, parce qu'on est toujours dans le passé ou dans le futur. L'enfant, il est toujours dans le présent. Et l'état psychologique du clown, c'est cet état d'enfant, d'être dans le présent, pas dans le futur ni dans le passé. Et ça rejoint également, je trouve, l'évangile, parce que le Christ nous appelle tout le temps à être comme des enfants, avoir une âme d'enfant. Et je pense que le clown, il rejoint l'enfant dans cet état, d'avoir cette âme d'enfant. Voilà. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée.
C'est la porte d'entrée, oui. Et ce qui n'est pas facile, hein, c'est pas donné à chacun, ou parfois on peut aussi ne pas être en forme. Il faut être en forme pour être dans le moment présent aussi. Il faut être en forme, mais il faut se dire le matin quand on se rend compte, parce qu'on est toujours deux à travailler à l'hôpital, c'est la base du clown. Hein. Ça vient de la tradition du cirque. Il y a le clown blanc et l'Auguste. L'Auguste, c'est celui qui fait les bêtises, Ouais. et le clown blanc, c'est celui qui sait, qui a le pouvoir, qui a l'intelligence, qui a la raison. Voilà. Mais en même temps, tous les deux, ils sont à force égale, parce que l'enfant va prendre parti soit pour l'Auguste, soit pour celui qui a raison, etc. Et puis on peut laisser l'enfant spectateur. Voilà. Et si je suis pas en forme, j'arrive le matin, on se rencontre, nous les clowns avant, en civil. Donc, si je suis pas en forme, eh bien, je vais jouer que je suis pas en forme. Ça m'est arrivé auprès d'un adolescent. Le matin, on a toujours une transmission avec les soignants. C'est très important, ça, la transmission, pour pas faire de bêtises. Tous nos comédiens sont soumis au secret médical, et c'est important de savoir si un enfant, il est à stimuler ou à pas stimuler, à savoir s'il est angoissé, s'il est pas angoissé. Vous n'êtes pas arrivé au hasard comme ça dans une chambre? Non, jamais, jamais, pour pas faire d'erreur. Et donc je me souviens, ce jour-là, j'étais fatigué, je sais plus pour quelle raison, mais j'étais fatigué. Et donc je l'ai dit à mon collègue. Et quand je suis arrivé dans la chambre, c'était pour un ado, on m'a dit, tu verras, cet adolescent, il est fatigué, il a pas le moral, il est pas bien. C'était justement à Gustave Roussy, l'Institut Gustave Roussy. Et puis, c'était dû à son traitement. Et donc, je rentre dans la chambre avec mon collègue et je m'assois à côté de lui. Mais vraiment, d'une façon, je me suis laissé aller sur la chaise. Et l'ado me regarde, il me dit, mais il me connaissait bien, puisque je l'avais vu beaucoup de fois. Il me dit, mais ça va, Lulu, aujourd'hui? Je dis, non, ça va pas du tout. Et c'est lui qui m'a consolé. Et ça lui a fait dans du le bien. jeu. Et ça lui a fait du bien. Et Voilà. en fait, personne n'a menti en plus. Non, personne n'a part. menti. Ouais. Le clown ne ment jamais. Ouais. Il est toujours dans la vérité. Et c'est pour ça que ça fonctionne avec l'enfant. Parce que l'enfant est vrai aussi. Hein. Et si je suis vrai, eh ben, ça rejoint l'état de l'enfant. Alors, je vous propose, Jean-Louis, d'aller justement voir des clowns à cet institut Gustave Roussy de Villejuif, donc en région parisienne, centre spécialisé en oncologie. Et les clowns de l'association, vous l'avez dit, Rire Médecin, interviennent dans cet hôpital depuis 1991. On regarde ce qui se passe et puis on en parle juste après. Non, est-ce que tu as vu Madeleine Couette? Madeleine Couette. Madeleine Couette. C'est toi. C'est moi. C'est moi, c'est vrai. J'avais oublié. Les jours, ils font rire aux enfants qui sont malades. Et c'est drôle. Comme ça, on pense à autre chose et c'est bien. Dans un contexte peu propice au rire, Madeleine Couette et Hervé Philippe vont faire du service pédiatrique leur piste aux étoiles. Sous les costumes, il y a Margot et David, deux comédiens également clowns hospitaliers. La tournée commence systématiquement par un brief médical sur leur jeune public. C'est un moment qu'on passe avec les soignants qui vont nous raconter comment vont les enfants, qui est là, comment ils sont aujourd'hui par rapport à la dernière fois qu'on les a vus, quelle est leur humeur du jour. C'est ça, comme ça après on peut adapter au mieux le jeu dans les chambres. Comme Margot et David, ils sont une centaine de comédiens formés à faire rire les enfants hospitalisés. On n'est pas là pour faire une performance comme on fera sur une scène ou dans un spectacle, mais on est là, nous, pour utiliser ce qu'on sait faire, mais au service de l'hôpital avec l'enfant malade, sa famille, les soignants. Combien est ce chien dans la vitrine? On débarque à l'improviste dans une chambre pour avoir une interaction avec un enfant, pas forcément le faire rire, mais en tout cas essayer de susciter une émotion et de créer un jeu avec son partenaire. On va regarder dans le couloir, Sarah. Ça leur fait passer un très bon moment, ça égaye la journée. Voilà. C'est très bien pour nous et pour eux. Ils apportent quelque chose d'assez différent de ce que nous on fait, qui souvent aide à faire des soins, un examen ou même un geste douloureux. Voir un patient qui revenait après ses traitements et les cheveux repoussaient et ils ont dit « Ah bon, on t'a remis des cheveux ». Nous, on n'oserait pas faire des blagues, on se rend compte qu'on peut le faire. C'est oublier, mais vivre avec, en rire et puis du coup vivre avec. Des moments joyeux nécessaires, autant pour les soignants que pour les jeunes patients, pour offrir un éclat de rire, pour éloigner la douleur, pour redonner la possibilité de n'être qu'un enfant. 2 pizzas au fromage et 2 aux champignons. Champignons, voilà, ouais. Ils faisaient n'importe quoi.
Ouais, ça me fait rire. Tant que je la vois rire, tant que je la vois sourire, ça me fait sourire moi aussi. Hein. Parfois, on a des cadeaux des enfants qui rient et qui participent avec nous à un jeu. C'est vrai qu'on sort de la journée remplie de tous ces moments de joie, de bonheur et d'humanité. Voilà pour cette expérience des clowns de l'association Le Rire Médecin. Jean-Louis, ça vous rappelle des souvenirs? Je vous ai vu pendant la diffusion de ce reportage, vous étiez à la fois ému et puis vous avez beaucoup ri. Hein. Ah oui, je suis très ému de revoir ça parce que c'était mon terrain aussi de jeu. Puis je reconnais les comédiens, David et Margot, donc ça me touche beaucoup, oui. Et puis de revoir tous ces enfants. Voilà, parce que j'ai baigné dedans pendant une vingtaine d'années. C'est dingue de parler de terrain de jeu dans un endroit où on se dit le jeu ne s'y prête pas du tout. Et pourtant, ça s'intègre très très bien. On le voit dans le reportage. Qu'est-ce qui fait que ça prend comme ça? Que la joie est possible, en fait, à l'hôpital? Je pense que le rôle du clown, c'est d'ouvrir des portes, et c'est d'ouvrir des portes d'humanité. Et moi, je me souviens quand j'allais justement à l'hôpital, j'allais en civil interviewer les soignants sur notre travail pour avoir des retours sur notre travail. Et je suivais les comédiens. Et pendant qu'ils se changeaient, comme on le voit là dans la loge, j'allais dans les couloirs. Et c'est terrible un hôpital. C'est que du silence. Les portes sont fermées. On entend la télévision, on entend des bips. Il y a une odeur particulière. Des soignants passent. C'est très stressant. Et je me mettais là et tout à coup, j'entendais un son au loin. Les clowns arrivaient. On entendait un chant, et ça change complètement l'atmosphère. Et tout à coup, une porte s'ouvre, un enfant arrive, et puis après, une maman arrive avec son bébé, un autre arrive avec sa perfusion, et puis les clowns arrivent. C'est comme une place de village, en fait. Un soignant arrive, il va chanter avec les clowns. On l'a vu dans le reportage. Ben oui, on l'a vu en plus. Et ça dédramatise. Et c'est ça. Enfin, à l'hôpital, l'enfant est complètement coupé de ses amis. Il n'a plus de lien social. Et donc, les clowns servent à ça aussi. Et j'aime beaucoup ce terme que les clowns sont des tuteurs de résilience. Et ça, c'est un psychiatre, c'est Stanislas Tomkiewicz qui nous a donné cette formation. C'est un psychiatre polonais qui est mort au début des années 2000, qui a vécu dans les camps. Et il s'en est sorti. Il a eu même après la tuberculose. Il est devenu médecin, il est devenu psychiatre. Et on a tous des drames dans nos vies. Hein. Et vous, le premier, David, vous avez eu des drames aussi. On a tous eu des blessures. Et il n'est pas resté sur son drame. Il s'est levé, il était debout. Et il a beaucoup aidé les adolescents et les enfants. Dans les années 60, par exemple, il a beaucoup aidé les enfants ici dans les banlieues parisiennes. Et c'est lui qui nous a donné une formation sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Il nous a dit, mais attendez les clowns, vous êtes des tuteurs de résilience. Un tuteur, on le plante dans la terre, et puis la plante, elle pousse, elle s'appuie dessus. Mais elle pousse d'elle-même. Elle pousse d'elle-même. Elle s'appuie juste. Et nous, les clowns, si on peut servir à ça, c'est bien. Comme la communauté de soins, d'ailleurs, comme les médecins, comme les infirmières, qui font un travail formidable. Eh bien, la personne malade n'a qu'à s'appuyer sur eux. Regardez, une phrase de l'Évangile. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est la deuxième béatitude prononcée par Jésus. Comment elle vous parle, cette phrase, cette parole? C'est vrai qu'il faut d'abord consoler les personnes avant qu'elles puissent rire. Il faut d'abord rentrer dans leur humanité. Hein. Comme je disais, il faut aller chercher ce qui va bien chez l'enfant. Mais moi, en tant qu'aumônier à l'hôpital, je vais chercher ce qui va bien chez la personne. Il y a toujours quelque chose qui va bien. Et les personnes souffrent à l'hôpital, on le sait tous, ou par rapport à la mort aussi. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui vont mourir, ou je vais bénir des corps au funérarium. J'accompagne des... Aujourd'hui en tant qu'aumônier? Aujourd'hui en tant qu'aumônier, pardon, pas en tant que... Oui, c'est pour ça que je précise. Oui, c'est important de le préciser. Et c'est important de les consoler. Mais même moi, en tant que clown, quand j'ai accompagné des enfants qui allaient aussi mourir, ça je l'ai vécu aussi, parce qu'on devient les amis des enfants aussi. Eh bien, les parents, après, une fois que l'enfant était décédé, ils nous ont dit, mais venez au funérarium. Bon, on enlevait nos nez, mais on était là présents parce que on faisait partie de leur vie. Et des parents, je me souviens, ils mettaient un nez de clown en mousse dans le cercueil de l'enfant, ou des choses comme ça, mais ça va jusque-là. Parce qu'on rejoint l'humanité de la personne, on rejoint son cœur. On a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'être écouté, d'être aimé. Même dans les coups durs. Même dans les coups durs. Parce qu'il y en a des coups durs même pour vous, j'imagine. Oui, pour nous aussi, bien sûr, parce que on fait attention de ne pas être attaché, mais forcément on peut s'attacher à un enfant. Hein. C'est normal. Mais quand on fait notre sélection des comédiens au Rire Médecin, on fait très attention qu'ils aient un bon équilibre de vie. Hein. Et puis, on appelle ça, nous,
On peut être en empathie avec un enfant, on peut être en empathie avec une famille. Mais nous, on appelle ça une empathie distanciée. C'est-à-dire qu'on met de la distance par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qui se passe, par rapport au jeu. Cette vie dans laquelle on rentre, elle ne nous appartient pas. Parce qu'on va de chambre en chambre. Sinon, je ne tiendrais pas. Sinon, on ne tiendrait pas dans ce métier. Donc, on va de moment en moment dans toutes ces journées de l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, bien sûr qu'on peut être attaché par des vies qui sont brisées aussi, certaines fois. Mais c'est important d'être là et d'apporter cette joie. La joie, c'est important parce que la joie... Quel moteur formidable. Oui, c'est un moteur formidable. En vous entendant parler. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme, j'aime beaucoup cet exemple du cardinal de Bérulle au XVIe siècle qui disait, mais vous savez, si je pratique la vertu, c'est pas pour la vertu que je la pratique, c'est parce qu'elle vient du Christ. Et je pense que moi, si je pratique la joie, c'est pas parce que je veux que ce soit joyeux, mais c'est parce que cette joie, elle me vient du Christ. Et ça change tout. En tout cas, vous la portez très très bien, cette joie, Jean-Louis. Merci. Je vous propose de sortir un instant de l'hôpital et d'aller dans un lieu magnifique sur le lac d'Annecy à la rencontre d'Agnès. Alors Agnès fait partie de l'association Les Drôles de Rame. C'est une association de femmes touchées malheureusement par le cancer du sein. Mais elles ont choisi de ramer sur le lac d'Annecy pour lutter contre la maladie et se reconstruire avec une belle énergie positive. Regardez. Je m'appelle Agnès, j'ai 58 ans. Je suis prof dans un collège pour les élèves en difficulté. En 2015, suite à une mammo, l'annonce du cancer du sein. Donc je me suis mis dans ma bulle. Je pensais pas retrouver du tout une vie normale. Et grâce à ma chirurgienne, elle m'a dit va faire du Dragon Boat, tu vas voir, ça va t'intéresser. Et j'ai testé, ça m'a éclaté. Je suis arrivé dans l'association en 2016. L'association des Drôles de Rame, c'est déjà une quarantaine de femmes, donc toutes opérées du cancer du sein, âgées de 38 à 78 ans. Et on est là pour pagayer, pour donner un bon coup de pagaie à la maladie et la laisser derrière nous. Il est prouvé qu'il y a à peu près 25% de moins de risque de récidive de cancer du sein. Ça nous enlève du stress, de l'anxiété, on se ressource, on se régénère tout ensemble. Quand on est sur l'eau, on a une force extraordinaire. On a fait les championnats d'Europe, on a été 3 fois médaillés d'or. Fils, on allonge! Ouais! Je suis devenu bénévole parce que je suis tellement passionné par ce sport que j'ai voulu beaucoup plus m'impliquer. Entre l'information, recruter un maximum de femmes et trouver des financements, ça c'est le gros travail du bureau. Encore un peu? Quand une femme vient tester pour la première fois le Dragon Boat, quand elle en ressort, le sourire qu'elle a et les yeux pétillants qu'elle a, et ça c'est tout le bonheur du monde. Donc je suis là pour ça. Quelle énergie! On est acteur de sa propre guérison quand on voit ce reportage. Oui, tout à fait. Comment dire? C'est important d'être... moi, c'est ce que je dis. Je rencontre beaucoup de personnes. Je travaille beaucoup maintenant en tant qu'aumônier, dans ma mission d'aumônier, de rencontrer des gens qui ont le cancer. Et notamment en hôpital de jour, à l'hôpital de Colmar, l'hôpital Pasteur de Colmar. Et je vois beaucoup de personnes désespérées aussi. Et elles me disent, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? J'ai un cancer du sein, j'ai une récidive, enfin, ça va pas. Voilà. Et moi, je suis aumônier. Donc, à un moment donné, si c'est des personnes qui veulent prier avec moi, mais je dis, prenez cet exemple de Marie au pied de la croix. Marie, on nous dit dans l'Évangile qu'elle est debout. Elle n'est pas couchée, elle n'est pas affalée, elle est debout. Juste cet exemple, elle est debout. Et ça, ils me disent, ah oui, elle est debout. Et ça donne de la force pour continuer à vivre, pour continuer à espérer, pour continuer à vivre ce que j'ai à vivre. Ouais, c'est important. C'est important. Continuer à vivre ce que j'ai à vivre. Oui. Même si on ne sait pas ce que c'est à vivre. Oui, c'est ça. Et moi, avec mon expérience de comédien clown à l'hôpital... C'est ça que ça vous a apporté en tant que C'est ça que ça m'apporte aussi. C'est-à-dire beaucoup... Déjà l'humour. Ouais. Voilà, parce que je peux faire des bêtises en rentrant dans une chambre. Je peux me cogner dans une porte, par exemple. Puis ils sont là, mais qu'est-ce qu'il a, lui?
Et puis, ça crée du contact tout de suite, ça débloque des choses aussi, ça débloque l'émotion. Ce que je repère tout de suite chez la personne, c'est son émotion. Parce qu'il y a des personnes qui sont en colère, donc il faut écouter sa colère. Une personne, elle pleure, il faut écouter ce qu'elle pleure, il faut écouter l'émotion de la personne et la rejoindre là où elle en est. Et une fois que je l'ai écoutée, elle peut rebondir sur autre chose. Là, j'étais appelé pour une femme en gynécologie qui avait une rechute d'un deuxième cancer du sein. C'est terrible. Elle devait se faire opérer le lendemain, elle venait de l'apprendre et elle a appelé l'aumônier parce qu'elle avait la foi, bien sûr. Mais elle me dit, mais je suis désespérée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Elle disait sa colère et en même temps, elle disait, mais pourquoi? Qu'est-ce que le bon Dieu, pourquoi je mérite ça? Je dis, vous ne méritez pas ça. Ça reste un mystère, hein, la maladie. Et puis je lui ai dit, mais je vais toujours chercher ce qui va bien. Et à un moment, j'ai dit, mais je pose beaucoup la question du sens. C'est important, le sens. Hein, qu'est-ce qui fait sens par rapport à ça? Aucun sens quand on est malade. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pas du tout. Finalement, elle m'a parlé de ces aquarelles qu'elle faisait, qu'elle peignait. Et elle m'a parlé de ça et ça. Elle avait le sourire sur son visage. Et ça, elle est partie ailleurs. Et elle m'a dit, ben voyez, peut-être que ces aquarelles, là, cette peinture, ça lui a permis de sortir de sa maladie, hein, d'elle-même, de son repli sur elle-même. Et c'est important de pouvoir nommer, dire, voilà. C'est pas être joyeux pour être joyeux et c'est pas apporter de la joie pour la joie. En fait, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut. On est trois dans la chambre. Hein. Il y a le Christ, et il y a la personne malade, et il y a moi, hein, en tant qu'aumônier. Bien sûr. Et je porte cette joie en moi. Parce que c'est le Christ qui me la donne. Donc rien que ça, j'ai rien fait, j'ai rien dit, et les personnes me disent, ah, vous m'avez fait du bien. Même si vous les guérissez pas, évidemment. Enfin, non, on ne guérit pas. Mais juste être là. Ouais. Dans notre monde actuel, à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de temps. Les pauvres infirmières, elles n'ont pas le temps. Elles courent beaucoup et c'est des gestes techniques qui se suivent et qui se suivent. Et donc, mon temps est gratuit. Dans votre expérience, justement, à la fois de clown et d'aumônier, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, justement, de faire partie de ce personnel soignant? Complètement. Déjà, déjà, dès le début du Rire Médecin, Caroline Simon, la fondatrice, elle a dit « je veux travailler avec les soignants ». C'est pour ça qu'on a des transmissions et qu'on peut travailler en lien avec eux. Et en tant qu'aumônier, je ne vais jamais voir une personne sans aller voir le personnel soignant. S'il y a une interaction. Et si une personne malade me confie des choses médicales, je peux les redire au personnel soignant. C'est très important, ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin? C'est le dimanche de la santé. Nous savons que cette émission est regardée aussi par des personnes qui sont à l'hôpital, qui sont malades ou chez elles. Qu'est-ce que vous avez envie pourriez leur dire ce matin, aujourd'hui, juste avant la célébration, avant la messe? Des personnes qui peuvent être aussi désespérées ou pour qui c'est difficile. On a beaucoup de courriers de personnes qui souffrent. Je pourrais juste leur dire ce verset leur dire ne vous affligez pas. Ma joie, c'est le Christ. Ou alors Saint Paul qui répète toujours soyez toujours dans la joie. Vous êtes toujours dans la joie, vous? Pas toujours. Mais chaque matin, je me dis, j'essaye de vivre le moment présent. Mais c'est ça qui me porte. C'est pas moi, c'est le Christ qui me dit, mais Jean-Louis, vas-y, sois joyeux, donne cette joie aux autres. Et on peut toujours trouver de la joie en soi, vous pensez? Je pense, oui. Ouais. Oui, parce que c'est le Christ qui me la donne. Et par rapport au sacrement, justement, on aura la messe tout à l'heure, mais voilà, de retourner à l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui me donne cette force et qui me donne cette joie. Dans l'Évangile, la joie est citée des centaines de fois. Malgré les épreuves. Si vous butez sur toutes sortes d'épreuves, prenez cela comme de la joie. C'est difficile quand même, hein, mais c'est plein d'espérance, voilà. La joie, c'est le remède à la tristesse. Merci Jean-Louis, vous restez avec nous. On poursuit l'émission avec la culture et Gladys Mariva qui, chez nous, représente si bien cette page culturelle. Bonjour Gladys. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, un livre, le récit justement d'une mère au chevet de son enfant malade.
D'une aube à l'autre de Laurence Tardieu, un livre où elle raconte les 158 jours passés à l'hôpital au chevet de son fils atteint de leucémie, son fils de 5 ans. Et elle raconte le pire, la possibilité de la perte d'un enfant. Et paradoxalement, ce livre se lit comme un manuel de survie. Car dès le départ de ce qu'elle appelle un long voyage et qu'elle décrit comme la traversée d'un grand lac, eh bien, Laurence Tardieu fait le choix de la joie. En fait, ça se passe le jour de leur arrivée à l'hôpital Robert Debré. Son fils est allongé sur un lit, il est sous morphine, il a de la fièvre et d'un seul coup, elle croit voir qu'il bouge les jambes, il soulève les jambes l'une après l'autre, elle se dit, il danse. Et je vais danser aussi, elle se met à danser autour de lui. Et là, eh bien, elle se dit, en fait, c'est ça, c'est un pacte d'acide entre mon fils et moi, on va faire la guerre et puis s'il y a la guerre, eh bien, il y aura la joie qui nous sauvera. Alors, quand Laurence Tardieu arrive dans l'hôpital, on est le 17 mars 2020, c'est le début du confinement, ça veut dire pas de clown à l'hôpital, pas d'école à l'hôpital. Et pourtant, il y a la joie qui arrive par les internes. Alors, un interne notamment qui s'occupe de son fils et qui va être extrêmement prévenant, qui va prendre le temps de le connaître, de le comprendre. Il y a aussi l'auxiliaire de puériculture qui est toujours souriante, qui va les accompagner tout du long. Et puis, il y a ce qu'elle fait, elle, c'est-à-dire qu'elle va s'accorder des petits plaisirs comme le bento avec le petit déjeuner que ses filles lui préparent tous les jours ou le fait de faire du yoga chaque matin. Et en fait, c'est son équilibre. Et elle explique dans ce livre comment finalement faire entrer la joie et la vie dans ses aspects les plus frivoles, c'est ce qui permet aussi de lutter contre la maladie et d'accepter la possibilité de la mort. Donc voilà pourquoi ce livre est pour moi un manuel de survie, un livre qui rend fort d'une aube à l'autre de Laurence Tardieu aux éditions Stock. Un manuel de survie, Jean-Louis, c'est une belle expression ça, hein? Oui, c'est une belle expression, oui, ça aide. On survit tous dans la maladie, on essaye de survivre, de chercher, de puiser très loin. Hein. Et la joie, je vous disais, ça aide justement à regarder ailleurs, peut-être. Regarder le ciel bleu. Vous nous emmenez, Gladys, maintenant au théâtre, voir Le Malade imaginaire. Bien sûr, on ne présente plus la pièce de théâtre que beaucoup d'entre nous ont joué au collège avec Argan, le grand malade, et Toinette, sa malicieuse servante. Mais on ne sait pas forcément que Le Malade imaginaire était à l'origine une comédie de ballet. Et oui, écrite par Molière en 1673 sur une musique de Marc-Antoine Charpentier. Alors cette année, nous célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Et le concert spirituel, les Malins Plaisirs et l'Éventail se sont associés pour cette comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Alors sur scène, il y a de la danse, de la musique, il y a du texte. On voit ici l'orchestre en contrebas. L'esprit du carnaval habite cette pièce qui représente le triomphe du carnaval sur les passions tristes, selon les mots des 3 compagnies qui ont tenu à présenter cette pièce dans son intégralité en respectant la volonté de Molière, mais aussi en adaptant les costumes au goût du jour, donc des couleurs vibrantes pour la comédie-ballet Le Malade imaginaire qui est en tournée dans toute la France jusqu'à fin novembre. Et ça donne envie. Oui. Vous nous emmenez maintenant au soleil, enfin on espère, à Aix, en Provence, pour découvrir une cathédrale près de la chapelle dans laquelle nous célébrerons la messe dans quelques instants maintenant. Oui, la cathédrale Saint-Sauveur à Aix, une cathédrale de style roman et gothique plusieurs fois remaniée au fil des siècles. Elle est glissée dans la partie la plus dense de la ville et cet édifice a été construit sur l'emplacement du forum antique. À l'intérieur, on découvre une nef très large, sans piliers, ce qui donne un volume très unifié. On remarque que les fenêtres et les vitraux sont étroits, signe que nous sommes bien dans le sud, où il n'y a pas besoin de fenêtres larges pour faire entrer la lumière. Mais ce qui frappe le plus, c'est le décor de chêne, le chœur des chanoines, avec des stalles de part et d'autre. On voit aussi les 2 orgues énormes qui se font face, avec des balcons réservés aux chœurs qui, quand ils chantent, les chœurs jouent et chantent en même temps. Ils se répondent dans une polyphonie typique du culte baroque. On termine la visite au sud de la nef où une porte solennelle permet d'accéder au cloître construit en 1190 par les chanoines de la cathédrale. Ah, encore une belle visite. Merci Gladys. À dimanche prochain. Merci Jean-Louis, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Avec joie.